La seule fois où j'ai été traité de Marseillais, c'était par Jacques Vergès dans le procès de Louis XVI. Vous dites Marseille est tombé. Je crois que Marseille est tombé parce qu'il n'y a plus aucune emprise sur le processus criminel. La police, la justice n'ont plus de contrôle. Ce qui se passe dans les cités, vous avez une vision un peu plus concrète de tout ça ? Qu'est-ce que vous attendez pour faire quelque chose ? Dans 10 ans, on ne pourra plus y entrer. En réalité, il faudrait éradiquer ces cités et réinstaller tous les gens en les éparpillant un peu partout. Je ne vois pas comment on peut être socialiste si Bernard Tapie l'est. C'était l'avis de beaucoup de socialistes de l'époque qui voyaient en Bernard Tapie un personnage très équivoque. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Ils font Marseille. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Ils font Marseille, c'est une émission marseillaise, bien sûr, en format interview. Chaque semaine, je reçois des personnalités de la ville et je les interroge sur leur vision de Marseille, sur la trajectoire que prend la ville, sur l'image qu'ils s'en font ou l'histoire qu'ils ont avec elle. On reçoit bien sûr des personnalités. J'ai reçu Jacques Dallest, ancien procureur de la ville. J'ai reçu également Martine Vassal. Et je reçois aussi des personnalités de l'ombre, un chauffeur de la RTM, un surveillant pénitentiaire des Baumettes ou encore un policier de la BAC. Aujourd'hui, je reçois Gilbert Collard, une personnalité haute en couleur. Avocat, homme politique de premier plan, Gilbert Collard est né à Marseille et il a exercé toute sa vie ici. Dans cette interview, je vais parler de tas de sujets avec lui, avec Gilbert Collard. On va bien sûr parler de son rapport à la ville, à Marseille, de l'actualité de la ville également, et on va discuter de son parcours d'avocat, de la politique actuelle au niveau national, et bien sûr des personnalités qu'il a pu croiser sur sa route. Je vous rappelle que cette émission, elle est disponible en format podcast sur Spotify, Apple Podcast et sur Deezer. Vous pouvez également nous retrouver sur Instagram et sur TikTok, où on publie régulièrement du contenu sur nos émissions. On commence tout de suite. Maître Collard, vous êtes prêt ? Oui, je suis prêt, je suis archi-prêt. Allez. Et non pas archi-prêtre. Allez. Qui est un exercice de diction que Oui. vous pourriez faire. Oui, mais non, je l'ai pas fait. Allez, on y va tout de suite. Déjà, comment je vous appelle ? Je vous appelle Maître, je vous appelle Gilbert, je vous appelle Monsieur Collard. Comment est-ce que je vous appelle ? Monseigneur, c'est voilà, pas mal. oui. Vous aimez les titres ? Faisons ça. Non, je m'en fous. C'est vrai ? Les seuls titres qui auraient pu m'intéresser sont les titres en bourse, mais j'en ai pas en plus. J'en ai pas. Alors bon, non, vous m'appelez Gilbert. Gilbert, ça vous va ? Oui, bien sûr. Allez, oui. Gilbert. Alors, merci beaucoup, Gilbert, d'être venu. Vraiment, moi, je suis vraiment ravi de vous recevoir. Première question que j'aimerais vous poser. Comme je le disais en intro, c'est une émission sur Marseille. Et d'abord et avant tout, sur Marseille. Première question que j'aimerais vous poser. On vous connaît parfaitement. Vous êtes un personnage très médiatisé. On vous voit très régulièrement à la télé. Mais c'est vrai que contrairement à un certain nombre de Marseillais, on vous connaît pas, on vous étiquette pas facilement comme le Marseillais de service, si je puis me permettre l'expression. Vous êtes assez peu connu finalement comme Marseillais. Vous êtes très très reconnu, mais assez peu connu comme Marseillais. C'est une volonté de votre part ? Est-ce que c'est une étiquette de Marseillais que vous fuyez ? Comment vous vous positionnez par rapport à ça ? La seule fois où j'ai été traité de Marseillais, Traité, vous dites ? c'était par Jacques Vergès dans le procès de Louis XVI. De Louis XVI, oui. Vous n'avez pas connu Non. cette période extraordinaire. C'était pour le bicentenaire de la Révolution française. D'accord. Une émission phénoménale organisée par Yves Mourouzi qui reconstituait le procès de Louis XVI. D'accord. Il y avait Marcel Maréchal dans le rôle de Louis XVI qui était le directeur de la Criée, D'accord. du théâtre de la Criée, et Jacques Vergès qui représentait la défense du roi, et moi qui représentais le peuple. Et à un moment donné, Vergès, parce que tout était fait en direct, et on devait improviser les répliques et la plaidoirie. Il y avait des acteurs incroyables, hein. Il y avait Jean Hidernalier dans le rôle de Fouquetinville, enfin bon, c'était fabuleux. Bon. Et à un moment donné, Vergès me dit « Oh, vous le Marseillais !» Et je lui réponds « Oui, le Marseillais qui a apporté la Marseillaise à Paris et à la France. » Et c'est la seule fois, de fait. La seule fois, mais je suis très fier d'être Marseillais. Ah, voilà, mais je crois que, à la différence de Lombard, par exemple, oui. Je n'ai pas trop l'accent marseillais. Non, voilà. pas trop. Non, parce que j'ai fait toutes mes études chez les Pères Maristes à la Seine-sur-Mer, à Toulon, de l'âge de 8 ans à l'âge de 17 ans. J'ai été incarcéré, donc, dans le pénitencier des Pères Maristes, et je n'ai pas fréquenté l'école marseillaise, donc je n'ai pas beaucoup d'accent. Voilà. Je crois que ça tient à ça. Hein. Question, j'allais dire, j'ai une question un peu pas provoque. Allez-y. C'est vrai, je peux y aller ? Si vous encaissez le retour, allez-y. Ouais, ça va, on va essayer en tout cas. Marseillais, quand on dit Marseille, on pense grande gueule. Bon, ça va. Ça, de ce point de vue-là, ça va pas trop mal. On pense parfois un peu populaire, portuaire, j'allais dire. Et c'est vrai que quand on vous voit, vous êtes plutôt raffiné, vous êtes plutôt élégant. J'ai été propriétaire d'un pointu.
Mais ça n'empêche pas, ça bien sûr. Vous Mais direz, j'ai jamais su le faire sortir du port, mais enfin, je l'ai acheté quand même. Et donc, en plus, avec le côté juriste qui vous colle à la peau, vous êtes peut-être un peu plus aixois finalement que Marseillais, non? Ah, vous vous trompez, parce que regardez, prenez un personnage comme Marcel Pagnol. Ouais. Il passait son temps à traduire du latin pour se divertir. Oui, ça n'empêche pas d'être Pourtant, il n'y a cultivé. pas... Non, mais je veux dire qu'il n'y a pas d'auteur plus populaire que Marcel Pagnol. C'est vrai. Vous savez que la plupart de ses répliques, moi, tout ce que je vais vous raconter là, je l'ai appris en étant l'avocat de la famille Rému. Donc, j'ai pu avoir des témoignages directs sur Marcel Pagnol. La plupart des répliques, il les piquait dans des bars, ou bien en écoutant des gens parler dans la rue. Le qualificatif de populaire, vous Moi, je suis vous l'acceptez? Non seulement je l'accepte, mais je le revendique. Vous revendiquez? Ouais. Je le revendique. Moi, je suis populiste et populaire. J'aime le peuple, quoi, vraiment. Du reste, vous savez, je suis très ami avec Maffezoli, qui est professeur au Collège de France, qui est le sociologue moderne, qui était titulaire de la chaire de Durkheim. Et il me disait, tu sais, Gilbert, le seul moyen de faire de la sociologie, c'est d'aller au bistrot. Oui, on l'entend souvent. Mais c'est vrai. On l'entend souvent. Moi, j'apprends beaucoup plus de choses de la part des chauffeurs de taxi que de la part des intellectuels sur les plateaux de télé. Non, mais c'est vrai. C'est pas pour faire bien, je dis ça. Non, mais c'est parce que c'est vrai. Voilà. Je le pense et je suis assez d'accord avec vous de fait. Vous parlez des plateaux de télé, donc pour préparer l'émission, j'ai lu. Alors j'ai lu que le premier bouquin, j'ai pas lu le deuxième, mais j'ai lu vos bouquins. C'est bien déjà que vous ayez lu un livre. J'en ai lu quelques-uns. Rassurez-vous de ce point de vue-là. J'ai réussi à le vexer au bout de. Mais non, mais attendez, c'est j'ai une bien boutade. bossé. J'ai bien bossé. Non, je le prends pas. Ouais. Mais j'ai bien bossé l'interview. Et dans les interviews, j'ai vu donc des interviews notamment télévisées. Parfois ça se passe bien, parfois ça se passe moins bien. J'ai vu notamment des interviews qui sont assez surréalistes, je dirais même, avec Laurence Ferrari, avec Patrick Cohen. Je ne sais pas si vous les avez en tête ces moments-là. Oui, on a eu tellement. Oui, mais il y en a certains qui sont quand même assez marquants de la manière dont ça s'est passé. Qu'est-ce qui fait la diff? Qu'est-ce qui aussi je veux aller vous chercher, mais en piquant un peu, mais pas trop. Non, vous savez, moi, depuis qu'à 8 ans, je suis entré en pension, j'en ai rien à foutre. De quoi? De ce qu'on peut vous dire? De ce qu'on peut me dire, de l'opinion des gens, je m'en fous, honnêtement. Bon. C'est vrai? Je pratique la sainte indifférence. Non, mais franchement, j'ai pas d'effort à faire, quoi. Bon, donc, mais quand je sens la méchanceté, là, je deviens méchant. Et c'est comment pourrais-je dire, presque animal chez moi. Oui. Quand je sens la méchanceté chez l'autre, je deviens méchant. Vous n'êtes pas méchant, par exemple. Non, ça se voit que je suis gentil. Non, mais vous pouvez envoyer des vannes, vous pouvez poser des questions difficiles. On sent pas de méchanceté, quoi. Voilà. Mais par exemple, donc, à un moment, si je prends un passage de télé qui me vient comme ça, Cohn-Bendit. Cohn-Bendit, c'est un vieux con gâteux, en plus. Là, c'était des hurlements sur le plateau. Non, mais parce qu'il nous a trahis. Moi, j'appartiens à une génération qui a cru que l'élection, c'était un piège à con. Et on a affaire à une espèce de tartuffe qui a passé sa vie à bouffer, à se goinfrer de mandats politiques. Bon, enfin, quand même, c'est ce que je lui ai dit, espèce de rentier, avec ton dentier. Il m'a dit, mais pourquoi tu parles de mon dentier? Je dis, mais parce que tu bouffes au râtelier depuis toujours, quoi. Vous vous rendez compte qu'on a été toute une génération de cons à croire ce type qui nous a dit élection piège à con, ce qui n'est pas faux. Et il s'est fait élire au Parlement européen, en plus. Jamais il s'est coltiné un suffrage direct. Jamais. Comme je lui ai dit, c'est un tartuffe, un hypocrite, un menteur. Ah non. Moi, je lui en veux parce qu'il a menti à toute une génération. Oui. Voilà, c'est tout. Donc je peux aller vous chercher, mais je pique un petit peu. Et si je suis pas méchant, ça va aller. Non, mais non, même ça peut être méchant. Non, pas méchant. Mais vous n'êtes pas méchant. Bon. Vous savez, il y a une différence entre la question méchante et la méchanceté. Oui. Voilà. Vous me comprenez? Très bien. Parlons Marseille. Interview septembre dernier avec Jean-Marc Morandini. Vous dites Marseille est tombé. Quand vous dites ça, c'est un élément de langage ou vous considérez vraiment que Marseille est tombé? Et si oui, comment ça se concrétise tout ça? Écoutez, je crois que Marseille est tombé. Parce que il n'y a plus aucune emprise sur le processus criminel. À partir du moment où la police, la justice, c'est du reste le procureur lui-même qui l'a reconnu, n'ont plus de contrôle de ce qui se passe, c'est que la ville est tombée, quoi. Bon, alors comment elle pourra se redresser, je n'en sais rien.
mais je me réfère à ce que à ce qu'a dit le préfet, le procureur et d'autres magistrats, hein, y compris d'Alest. Hein. C'est une ville qui n'est plus sous contrôle. Voilà. Et comment a-t-on pu en arriver là J'essaye un peu dans mon livre de l'expliquer en évoquant ce que Mémé Guérini, un parrain hein, marseillais, m'avait raconté. Et j'ai l'impression, franchement, je le regrette, parce que j'adore cette ville, mais j'ai l'impression que, pour des tas de raisons, peut-être sur lesquelles on va revenir, hein, Marseille a perdu le contrôle de Marseille. Quoi. Quand vous dites ça, donc souvent on entend à propos de Marseille, effectivement, et c'est d'ailleurs une opinion qui était partagée par M. Dallest quand on l'a reçu, on en a discuté un petit peu. On considère souvent que Marseille est un peu coupé en deux, et ça aussi, ça fait partie de l'interview que vous dites avec dans votre interview Morandini. Oui, mais là, si vous voulez, il faut avoir l'honnêteté de rendre responsables les hommes politiques d'il y a 30-40 ans. Qui concrètement Gaston Defferre et avant Gaston Defferre. Au niveau local alors. Pardon ? Au niveau local. Au niveau local, bien sûr, au niveau de la ghettoisation. Il faut être objectif. Enfin, il faut essayer d'être objectif. À partir du moment où on a parqué des gens, il y a 40 ans, 45 ans, je le disais déjà, moi, à l'époque, hein, à des amis, dans des cités, où on les a enfermés dans des cités. Au fil du temps, il ne faut pas s'étonner que ces cités soient devenues des féodalités et des ghettos communautarisés. Moi, je considère que les architectes ont commis des crimes contre l'humanité. Quand on voit ces cités détériorées, délabrées, telles qu'on a pu les voir, ou ma femme qui allait faire, quand elle a débuté ses études de médecine, des prélèvements médicaux dans les cités. Et elle me racontait que c'était déjà difficile, puisqu'il fallait que les enfants de la patiente gardent sa voiture pour qu'elle ne soit pas abîmée. Moi, j'ai connu, même si ça ne plaît pas à certains que je le rappelle, l'affaire Taillefer, ce CRS, qui avait tué un Maghrébin dans une cité. J'ai défendu la famille. J'ai connu tout ça. Et j'ai bien vu que, comme on ne faisait strictement rien, mais rien, et c'est la gauche qui ne faisait rien, pour y remédier, en échantillonnant les populations, en mettant un terme à cet enfermement, en libérant les espaces alors qu'on pouvait encore le faire, mais qu'on s'y refusait tout en continuant à entasser les mêmes populations. On créait les facteurs qui amèneraient à des conflits. Et on a aujourd'hui le narcotrafic, et on a aujourd'hui ces cités où même des gardiens de prison, quand ils vont poser des bracelets, sont obligés de passer par la douane à l'entrée. J'en ai le témoignage. Si vous dites témoignage, justement, c'est une question que j'allais vous poser. De fait, moi, en tout cas, à titre personnel, là, on est donc à côté du Vieux-Port, et de manière générale, moi, c'est vrai qu'à titre personnel, je vis dans les quartiers sud. J'ai ma connaissance concrète de ce qui se passe dans les cités, elle est tout à fait approximative, et elle se base sur les on-dit, soit des médias, soit d'interviews que j'ai eu la chance de faire, comme par exemple avec Jacques Dallest. Vous, est-ce que vous avez une vision un peu plus concrète de tout ça ? Est-ce que ou pas particulièrement mais moi, je suis allé là-bas je suis allé plusieurs fois, parce que j'ai été très bien reçu. Je vous dis, quand j'ai défendu les victimes de ce CRS qui s'appelait Taillefer, quel nom, hein, j'étais accueilli, j'étais très bien reçu à l'époque dans les cités. Bon, maintenant, à mon avis, je suis vraiment bien reçu. Hein. C'est possible. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Hein. Bon, donc j'ai vu, et j'avais vraiment le sentiment, je le disais à tous mes copains, mais qu'est-ce que vous attendez pour faire quelque chose, quoi ? Dans 10 ans, on ne pourra plus y entrer. Parce que vous comprenez, je voyais bien que, d'abord, il y avait un langage qui commençait à apparaître. C'est très mauvais. Quand à l'intérieur d'un lieu, il y a un métalangage qui se met en place. C'est très, très, très inquiétant, très préoccupant. Bon. Et puis je sentais bien, à travers la clientèle que je pouvais avoir, qui était à l'époque une gentille clientèle, encore respectueuse, mais je sentais bien qu'il y avait une espèce de tradition du métier de délinquant qui allait se mettre en place, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? On le voyait, bon. Donc c'était... Ce qui est absolument incroyable, c'est que on n'ait rien fait. Alors on a inventé la politique de la ville, qui est une supercherie, hein. En réalité, il faudrait éradiquer ces cités et réinstaller tous les gens en les éparpillant un peu partout. Vous avez les solutions aujourd'hui, vous aviez identifié les problèmes, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Pourquoi vous n'avez pas fait de politique à Marseille? C'était impossible, Pourquoi? parce que personne n'a voulu de moi. Ah, vous avez essayé? Ah oui, j'ai essayé, mais ils sont tous... Chevènement m'avait demandé de faire de la politique. Ah ouais? Oui, je l'avais même rencontré à Paris, au Panthéon, avec Max Gallo. Génial. Il m'avait dit qu'il reste beaucoup de mal de Mitterrand, je me le rappelle. Et puis la représentante du mouvement de Chevènement a eu une peur bleue, pas blanc-rouge, bleu tout court, de moi. Alors elle a tout fait pour que je ne puisse pas faire de politique. Et puis j'aurais pu avoir une carrière politique dans le Parti socialiste, mais Gaston Defferre m'avait donné rendez-vous la veille de sa mort pour me confier des responsabilités, puis il est mort dans la nuit. C'est vrai? Ah Oui, c'est pas une blague. Oui. Oui, c'était le soir où on avait voté pour ou contre son candidat. Et il y avait eu la fameuse rébellion de Michel Peset, qui voulait foutre en l'air Gaston Defferre. Et j'avais été resté loyal à Defferre. Et il l'avait su. Et à la fin de la soirée, il était adossé contre le mur. Il m'avait dit « Revenez demain à 8h à mon bureau. J'ai des grandes choses à faire pour vous. » Et il est mort dans la Il nuit. n'était plus là le lendemain. Bon, voilà. Donc ça, c'est pas fait. j'ai pas pu faire de carrière dans le Parti socialiste, parce qu'évidemment, Michel Peset ne m'a pas aidé, vous vous en doutez. Oui, ça, oui. Voilà. Donc, je n'ai rien pu faire politiquement à Marseille. C'est un Parce regret? que partout où j'allais... Non, pas du tout. Pas du tout. Partout où j'allais, je regretterais. Hein. Partout où j'allais, j'étais barré. Hein. Vous suivez quand même l'actualité politique de Marseille? Ah oui, absolument. Oui. On parlait de Gaston Defferre. J'avais une question, moi. Aujourd'hui, ça fait un moment, on est sorti en 2020 de l'héritage de Jean-Claude Gaudin. Avec le recul des années aujourd'hui, et maintenant qu'on peut vraiment percevoir quelle a été l'évolution depuis, qu'est-ce que vous pensez de l'héritage de Jean-Claude Gaudin? Non, mais je crois que le seul vrai maire de Marseille qu'on a eu, c'est Robert Vigouroux. Ça date. Eh oui, mais c'est juste avant Gaudin, hein, c'est ça, c'est la mort de Defferre. Hein. C'est à la mort de Defferre que Robert Vigouroux a été élu maire de Marseille. Et Gaudin n'a fait que réaliser les projets de Vigouroux. Il n'a rien fait d'autre. Hein. Il n'a rien fait d'autre. Mais Vigouroux, lui, a eu des projets, hein, vraiment. Hein. Donc un bilan mitigé, Gaudin. Oui, mais oui. Enfin, il aimait Marseille. Il aimait Marseille, ça. Moi, je le connaissais très bien, Gaudin. On était en très bonne relation. Bon. Mais je pense pas qu'il ait fait grand-chose pour Marseille. En tout cas, il ne s'est pas attaqué aux problèmes qui divisent la ville aujourd'hui. Hein. Ce que vous évoquiez tout à l'heure, l'insécurité, la fragmentation. Ouais. Et Benoît Payan, alors? Benoît le Payen. Benoît le Payen dit Payan. On n'est pas à l'heure du bilan, mais on n'est pas... Non, mais c'est lui, c'est un passager clandestin de la politique. Hein. Ah oui, à ce point. Bah, attendez, il est devenu maire de Marseille par substitution. Hein. Il aurait pu a être été passager élu par... clandestin et va avoir un super bilan. Je sais pas, on va voir quand le bilan sera présenté. Hein. On va voir. Hein. On va voir. Pour l'instant, chacun vit... Vous comprenez, le problème d'un maire, c'est que très souvent, quand il n'est pas réélu, il réalise le bilan du précédent. Hein. Très souvent. C'est ça qu'on ne voit pas. Bon, quand je parle avec des Marseillais ou des Marseillaises, hein, ils ne sont pas très contents de ce que pourrait représenter le bilan de Payan. Les municipales arrivent. Donc Benoît Payan va se représenter. Martine Vassal, qu'on a reçu il y a quelques temps. En plus de ça, vous aurez Frédéric Collard, qui est votre, homonyme. Mais oui, c'est pas un parent. Hein. Non, mais ça, c'est pas homonyme, c'est homophone d'ailleurs, parce qu'il y a un T à la fin. Ouais. Franck Alizio, il reste, et puis il m'en manque un, je crois. Sébastien Delogu, bien sûr. Sébastien, oui, je le connais. Non, voilà. Vous appelez à voter qui? Certainement pas Sébastien Delogu. Je m'en serais douté. Vous en doutez. Non, moi j'appellerais à voter Alizio, parce que je le connais bien. C'est moi qui l'ai fait entrer au Rassemblement national. C'est un type très modéré, très calme. Je le verrais plutôt radical socialisme, vous voyez. Hein. Bon, parce qu'aujourd'hui, entre nous, les étiquettes sont des fourre-tout. Hein. Moi, j'ai vu des fachos chez les communistes, j'ai vu des fachos chez LFI, j'ai vu des anarchos C'était pas le cas avant. Hein. Oh, oui, c'était un peu ça avant aussi. Oui. Mais aujourd'hui, c'est vraiment Vraiment, les étiquettes politiques ne veulent plus rien dire aujourd'hui. Hein. Sauf quand elles sont psychiatriques. Donc, a priori, plutôt Alizio. Oui, plutôt Alizio, oui. Autre personnage qui est assez intéressant de la vie politique marseillaise, parce que intéressant surtout à votre prisme, puisque vous avez à peu près le même parcours, à certains égards en tout cas. Stéphane Ravier.
Vous étiez au RN ensemble, vous avez quitté le RN ensemble, vous rejoignez Reconquête en même temps. Qu'est-ce que vous pensez Mais aujourd'hui? j'ai quitté Reconquête, moi. Et vous avez quitté Reconquête De toute façon, je quitte tous les partis que je rejoins. Oui, moi, ça j'ai compris, bon, vous en avez fait pas mal. ça, c'est un signe de mon instabilité chronique, ça. Oui. Marrant que je sois resté marié 40 ans avec la même femme. C'est impressionnant. De ce C'est point de vue. impressionnant, oui. Ouais. Elle doit avoir des qualités. Donc Stéphane Ravier, si on revient là-dessus. Oui. Donc, vous le connaissez, pareil, c'est quelqu'un que vous appréciez vous Ah oui, très bien, oui, je l'aime bien, oui. Et- Je le trouve un peu rugueux, Bah, vous aussi, non? Oui, non, mais rugueux dans ça. Enfin, moi, je suis quand même plus souple dans mon verbe, voilà. Mais sinon, je crois que du reste, finalement, aujourd'hui, c'est peut-être une qualité d'être carré, quoi, de dire les choses d'une manière ferme. Je crois que les gens ont besoin de ça, ils attendent ça. Je pense aussi qu'effectivement le formol marche un peu moins aujourd'hui. Oui, L'affaire Sacré-Cœur, vous l'avez suivi évidemment. oui, bien sûr, oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Racontez-nous un Ben, peu. que dans la collection des coups de pied au cul qu'on peut recevoir de la part d'un tribunal, Benoît Payen un derrière de chef, quoi. Bon, parce que c'est quand même le tribunal. Enfin, quand même, il est venu nous vendre cette interdiction de délivrer la salle comme une obligation juridique. On est bien d'accord. C'est comme ça qu'il a amené. Bon. Et il a un tribunal qui lui dit que c'est pas vrai. Là- Alors, soit il est entouré d'avocats complètement nuls, ce qui à mon avis n'est pas le cas, soit c'est un tartuffe qui a utilisé ce prétexte pour interdire ce film, qui franchement, qu'on soit croyant ou pas, est très beau. Vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu, oui. Et je connais pour être honnête, je connais également le réalisateur et la réalisatrice. Même si on n'est pas croyant, moi je peux voir des œuvres d'art qui ne concernent pas ma religion, les trouver belles. Hein. Ce qui l'amène, Benoît Payen, c'est que là, en l'occurrence, c'était au château de la Busine, donc un lieu municipal, et qu'un lieu étant municipal ne peut pas diffuser de films de nature confessionnelle. Sauf que le tribunal administratif a dit le contraire. Lui a dit l'inverse. Bon, oui. Alors qu'est-ce qui est président du tribunal? C'est Benoît Payen ou le président du tribunal? Non, mais avouez quand même que la question de la laïcité, Alors, à travers la loi de Je 1905, peux vous poser une elle question. n'est pas évidente non plus. Je peux vous poser une question? Alors, Je vous en prie. le dialogue des Carmélites, on le passe pas? Moi, je De Bernanos, on le passe pas? Alors, ouais. Mais- Peggy, on le passe pas? Bien sûr, mais c'est quand même une question qui est Non, c'est une œuvre d'art. éminemment complexe. C'est une œuvre d'art. Oui, Alors, oui. le soulier de satin de Claudel, on le passe pas? Mais autre sujet qui vient. Non, c'est absurde, vous voyez, parce que c'est une œuvre d'art. Ça serait un pamphlet, par exemple. Déjà, juridiquement, on pourrait considérer qu'il peut y avoir une atteinte à la laïcité. Mais écoutez, entre nous, vous avez déjà réfléchi à la Déclaration des droits de l'homme? Elle est prise sous l'autorité de qui, la Déclaration des droits de l'homme? Prise sous l'autorité Oui, de qui? oui. De la Oui, Constitution. les hommes ici rassemblés déclarent que, article 1er, les hommes naissent libres et égaux en droit. Mais Oui. ça, ils le font sous l'autorité de qui? Du roi? De la République? Non, de Dieu. Il y a Dieu dans la Déclaration des droits de l'homme. Alors merde avec leur laïcité. Qu'ils déchirent la Déclaration des droits de l'homme Toujours question de. sous les auspices de l'être suprême. Oui. Non mais quand même, attendez, je veux dire, c'est pas comprends. banal de le rappeler, quoi. Non, bien sûr, vous avez raison. Mais Sous les auspices mais- de l'être suprême. je- C'est parce qu'il y a Dieu qu'on dit que les hommes naissent libres et égaux en droit. Bon, oui. Après, si vous envoyez aujourd'hui la Déclaration des droits de l'homme, je sais pas, on parlait de Delogu tout à l'heure, il va vous dire que Dieu. Delogu, il est c'est pas qu'elle existe. Il est pas. Il ne croit qu'à la déclaration des droits du sandwich, lui. Bon. À la moutarde, en plus. Voilà, Rissa. Question de goût. Moutarde ou Rissa étant respectable, du reste. Hein. Quand vous pensez que Payen, Benoît Payen, Arrêtez de l'appeler Payen, on va pas pouvoir. il s'appelle Payan, c'est ça, Payan. Quand vous pensez qu'il a fait enlever la croix sur la carte de vœux de 2025, je crois, ou 2024, je ne sais Oui. plus, de Notre-Dame de la Garde. Non, pourquoi? Attendez, non. Parce que moi, je Enlevez Notre-Dame de la Garde, alors. Mais non, oui, non, mais parce que la carte de Ne leur vœux- faites pas des vœux avec Notre-Dame de la Garde. Ah oui, il faut ça. c'est Enfin, il une faut question. quand même pas être con, quoi. Si vous voulez être laïque, vous faites des vœux avec une pin-up à poil, mais vous prenez pas Notre-Dame de la Garde. Bon, j'allais vous Pin-up, encore, c'est comment pourrais-je dire, c'est une atteinte au droit de la femme. Oui. Faudrait pas forcément que ce soit une femme. Je sais pas, faudrait trouver un être complètement
extraterrestre. Vous faites des vœux avec un extraterrestre, comme ça vous respectez la laïcité. Mais enfin quand même, faire des vœux avec Notre-Dame de la Garde et enlever la croix, c'est quand même schizophrénique, non ? Les vœux avec Notre-Dame de la Garde, oui, pour le coup. Oui. On va arriver, je vous disais, à la fin de l'année, Noël. Donc pareil, mes questions, du coup, qui va couler de source au vu de ce que vous venez de dire. Je voulais vous poser la question des santons. Vous savez qu'on a notre tradition provençale ici. Qui est très belle. Oui. Et je crois qu'elle est très belle. Et donc, comme chaque année, on va se retrouver avec la gauche qui nous dit les santons n'ont rien à faire dans les espaces Et pourtant, en publics. matière de santons, ils s'y connaissent. Hein. Et la droite, il y en a qui, pas mal, contraire, entre nous. Hein. Ne m'emmenez pas sur ces questions. Moi, j'irai pas. Non, Et à droite, qui vont nous dire que ça fait partie du patrimoine culturel. C'est votre idée ? Mais écoutez, la crèche remonte à Saint-François d'Assise. Merde, quand même. Ça peut être quelque chose de très vieux. Non, mais c'est une tradition. Ça peut être une tradition. Si c'est une tradition religieuse, elle n'a rien à faire dans l'espace public. Mais c'est pas une tradition religieuse. La preuve, c'est qu'on met des le maire, qu'est-ce qu'il fout dans la crèche ? C'est religieux, le maire ? La poissonnière, vous savez, à côté de Marie et de Joseph, il n'y avait pas le maire, il n'y avait pas le bohémien, il n'y avait pas la gitane, il n'y avait pas le rémouleur. Bon, enfin, quand même, il faut être raisonnable, quoi. Il faut être raisonnable. Non, mais ils sont abrutis, quoi. Ils ne se rendent même pas compte que dans la crèche, il y a des personnages qui, fondamentalement, n'ont rien de religieux, mais appartiennent à l'histoire de la Provence. Et c'est beau, et ça fait rêver. Bon, si vous me mettez Delogu à la place de l'âne, j'en veux pas. Si vous me mettez Païen à la place du bœuf, j'en veux pas. Mais tant que j'ai l'âne et le bœuf, tels qu'en leur tradition ils demeurent, je les prends. C'est beau. C'est beau. Voilà. Non, mais je suis d'accord c'est avec beau. C'est un poème du temps qui se déroule au fil de l'histoire depuis des siècles. Je suis d'accord avec Voilà, vous. bon. Maintenant, rien ne vous oblige à mettre l'enfant Jésus dans la crèche. Le geste religieux, il est, à minuit, pour les croyants, de mettre l'enfant Jésus dans la crèche. On a quand même Saint-Joseph déjà qui... Mais ne mettez pas Saint-Joseph, mais mettez à la place Païen, mettez à la place qui vous voulez, Madame Vassal. On mettra Madame Vassal et voilà, Delogu. ou Delogu, qui vous voulez, je m'en fous. Mais laissez les personnages. De toute façon, la crèche, elle est plus forte que tous les laïcards. Elle est plus forte que... Même quand on l'enlève, le fait de l'enlever fait qu'elle est encore là. Comme une très grande musique. Quand elle se tait, vous l'avez encore dans l'oreille. Et vous partez avec elle. La crèche, vous pouvez l'enlever. Invisible, elle sera là. Et oui. C'est très beau. Mais c'est très vrai. Très beau. Dernière question donc sur Marseille, l'OM. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez fondamentalement marseillais, que vous étiez né ici. Mais j'aime vous pas étiez le foot, attaché moi. ici. J'aime pas le foot. Vous n'êtes pas foot. J'aime pas le foot. D'abord, l'OM et moi, on a des problèmes depuis Bernard Tapie. Oui, ça. Puisque j'étais l'avocat de Bernès. Oui. Avec qui on a une discussion d'ailleurs. Et que c'est un type bien. Hein. Ce serait bien qu'il vienne. Hein. Dites-lui, recommandez-vous de moi auprès de lui. Hein. On lui passera exactement ce petit. Voilà, bon, s'il voit que ça a été bien avec moi, il peut venir, non. Donc, j'ai connu l'OM à travers l'affaire VAOM, moi. Hein, oui, bien sûr. Hein, que j'évoque dans mon prochain livre, du reste. C'est pas dans le deuxième tome ? Non, pas encore, non. Alors, au niveau national, donc votre parcours politique, dans une interview que je regardais de vous, je crois que c'était avec Patrick Cohen, justement, vous disiez qu'il y avait énormément de conneries sur Wikipédia à votre sujet. Ouais, bon. Alors, malgré tout, tout à l'heure, vous le reconnaissiez, vous avez commencé au PS, c'est ça ? Enfin, SFIO à l'époque. Non, j'ai commencé chez les Anards. Ah, d'accord. Avec Richard Martin, le directeur du Tourski. On était dans une petite cellule anarchiste. Donc ça confirme encore plus la question que j'allais vous poser. Et petit à petit dans le temps, vous êtes allé de plus en plus vers la droite. Un peu à l'image... oui, parce que si vous voulez, moi je suis allé à gauche. D'abord, j'étais inscrit au Parti Socialiste sans le savoir. Sans le savoir ? Comment c'est possible ça ? À l'insu de mon plein gré, comme aurait dit Virenque. Parce que mon oncle était adjoint au maire de Marseille, Gaston Defer, et il dirigeait une section. Et pour se faire réélire systématiquement, il lui fallait des voix. Donc il avait mis toute la famille parmi les adhérents, y compris moi. Ce qui fait que je peux me revendiquer d'avoir été adhérent dès l'âge de 14 ans, sans le savoir. C'est impressionnant ça aussi. Impressionnant. Donc je pourrais revendiquer, si je l'avais voulu, un long passé de militant. Alors vous commencez donc anarchiste, après SFIO à gauche, et puis petit à petit, donc je le disais... Non, j'étais rocardien à gauche, rocardien. D'accord. Toujours été rocardien, ce qui est quand même une forme de gauche très à droite. Hein. Rocard, oui, plutôt. Quand même, j'ai toujours été rocardien, moi.
Mais de fait, vous basculez. Enfin, vous basculez progressivement, mais vous glissez, on va dire. Il y a un article du Figaro qui acte mon divorce d'avec le Parti socialiste. Donc il y a un article qui l'authentifie. Sur le Bernard Tapie. Sur Bernard Tapie, voilà. C'était Jean-Pax Meffray qui m'avait Oui. interviewé, je crois, et j'avais dit « Je ne vois pas comment on peut être socialiste si Bernard Tapie l'est. » Et pourquoi vous dites ça? Parce que je ne vois pas comment on peut être socialiste avec une VAOM certaine... avait eu lieu déjà? Non, pas encore. Non, pas encore, non. Ah non, il n'y avait rien eu, non. Comment, avec une certaine idée du capital, de ce qu'il peut faire. Moi, je déteste les banques, j'aime pas le capital, je me méfie des rentabilités d'argent, vous voyez, je suis très méfiant à l'égard de tout ce qui est structure capitaliste. Hein. Et bon, Tapie, c'est le prototype du capitaliste d'affaires, hein. Et voir entrer un homme comme celui-là, qui avait des qualités à côté, attention, hein, Tapie, il faudrait en parler avec nuance, hein. C'est pas forcément le bourrin que l'on présente, hein. Mais vous le connaissiez personnellement? Ah bah oui, si je ne connais pas pour le connaître, je le connaissais, oui, bien sûr. Ne serait-ce que parce que j'ai passé 15 jours avec lui à Valenciennes, dans le tribunal correctionnel, et 3 semaines à Marseille, dans le tribunal correctionnel. Donc on avait des liens de bande infamie, voilà. Mais je me suis dit c'est incompatible, quoi. Il déconne complètement. Bon, on peut pas. Et c'était la vie de Rocard, et c'était la vie de Chevènement, et c'était la vie de beaucoup de socialistes de l'époque qui voyaient en Bernard Tapie un personnage très très équivoque. Au-delà de votre divorce, donc c'était pas tant ça dont je voulais parler, mais au-delà de votre divorce avec le PS ou SFIO, enfin ce qu'on veut, vous avez petit à petit ce glissement. Pour moi, c'est typiquement la phrase de Churchill qui dit « Si à 20 ans on n'est pas de gauche, c'est qu'on n'a pas de cœur. Si à 40 ans on n'est pas de droite, c'est qu'on n'a pas de tête. » Est-ce que c'est le cas, vous avez évolué avec le temps, ou est-ce que c'est la société elle-même qui a évolué? Non, j'ai évolué avec le temps. Non, j'ai évolué avec le temps. Moi, je suis entré au Parti socialiste comme on entre dans une secte. Le reste, c'est une secte. Hein. Ils sont souvent très sectaires. J'y suis entré parce que j'avais lu Jules Vallès, parce que j'avais lu Victor Hugo, parce que j'avais lu Lamartine, Zola. Bon, je croyais qu'on allait partir à l'assaut du ciel sur des barricades. Bon, en réalité, il n'y a rien de plus plat, de plus borné qu'un membre du Parti socialiste. Pas tous, hein. Non, mais par exemple, vous me parlez d'un homme comme Urvoas, je le trouve remarquable. Vous me parlez d'un homme comme Valigny, je le trouve remarquable. Chassaigne, qui est communiste, je le trouve remarquable. Donc, je n'ai pas des œillères, mais disons que la majorité, ce sont ils sont extraordinairement carriéristes, quoi. Bon. Carriéristes. Ils ont une façon extraordinaire de s'installer dans l'appareil. Payen, hein, qui est un pur produit de l'appareil socialiste. Et aujourd'hui, donc, on a dit RN, puis Reconquête. Aujourd'hui, vous êtes encarté quelque part ou vous êtes sorti complètement? Je suis encarté dans mon dictionnaire des rimes. C'est tout. C'est tout, voilà. Et donc, une des questions que je voulais vous poser aussi, dans ce magnifique parcours politique où vous avez croisé tout un tas de personnages, j'ai l'impression que vous avez, on parlait de Tapie, ça en fait partie, vous avez croisé des grandes personnalités, des grandes gueules aussi comme vous, si je puis me permettre l'expression, c'est pas du tout dénigrant. Vous pourriez, hein. Voilà. Et ces grandes gueules, donc si je garde le qualificatif, j'ai le sentiment à certains égards que vous avez pu les fuir. Jean-Marie Le Pen, pareil, il y a eu un schisme un petit peu entre vous deux. Bernard Tapie, pareil, il arrive, vous partez. Est-ce que vous les craignez, ces grosses têtes-là? Oh non, parce que j'ai quand même, si vous me parlez de mes admirations, je pourrais vous parler de Roland Dumas, par exemple, d'Edgar Faure, que j'ai énormément admiré. Hein. Mais j'ai besoin pour admirer que derrière l'apparence théâtrale, il y ait de la musique. Et si je prends les deux en question dont je vous ai parlé, Jean-Marie Le Pen, Bernard Tapie, il n'y en avait pas? Jean-Marie Le Pen, c'est pas pour ça. Ah si, il y en avait. Mais Tapie aussi. Mais c'était idéologique. Le Pen, je lui ai demandé de s'excuser à propos du détail. Là, ça part du détail. Ouais. Oui, il n'a jamais voulu. À plusieurs reprises, j'ai des témoins. Je lui ai dit, mais excusez-vous. Si vous vous excusez, on pourra de nouveau parler. Il n'a jamais voulu s'excuser. Voilà, donc j'ai des motifs qui n'ont rien à voir avec les idées. Hein. Tapie, c'est pareil, c'est quand même sa manière de se comporter aussi qui m'avait choqué. Voilà. Moi, j'étais quand même l'ami de Jean Edernalier. Je le connais pas. Jean Edernalier, c'était comme quoi, vous voyez, hein, Sig Transit, Gloria Mundi. Hein, c'était le propriétaire de l'Idiot International. C'était un journal satirique, c'était un écrivain. Bon.
et il était entré en conflit avec Bernard Tapie, et ça avait très mal tourné, et moi j'ai pris le parti de Jean-Yves Dernalier. Vous retrouverez des vidéos où on le voit, enfin c'est un personnage excentrique, hein. Un bel écrivain, bon, mais qui malheureusement a perdu trop de temps dans les télés et pas assez dans l'encrier. Voilà. 2012, vous êtes élu député du Gard. Oui. Vous dites immédiatement, c'est le plus beau jour de ma vie. Ah oui. C'était pas un élément de langage. Ah non, parce que toujours pareil. Je croyais au livre. Non mais je suis un peu l'homme qui croyait au livre, vous voyez. Quand je suis entré au Parlement et que je suis monté à la tribune, je me suis dit, ici, Jaurès, avant toi, a parlé. Ici, De Gaulle, avant toi, Ça fait rêver comme ça. a parlé. Ici, Léon Blum, avant toi, a parlé. Il a défendu ici les congés payés. Ici, avant toi, Briand a dit « Je vous déclare la paix ». Ici, avant toi, ici, avant toi, ici, avant toi. Puis, rien, C'est-à-dire rien. plus rien. Mais c'est-à-dire, c'est la qualité des Plus rien. des députés. Plus rien. Plus rien. Que du petit personnel. Que des petites voix. Plus rien. Mais donc c'est surtout ça, c'est la qualité du débat. Moi, qui est j'ai assez quitté la basse. commission des lois. Je l'ai dit à la présidente, à Yael Braun-Pivet. Je lui ai dit, je m'en vais parce que vous êtes nuls. Je lui ai dit, non, mais ça, c'est... Je lui ai même répété dans une émission de radio. Donc, on ne peut pas dire que je lui ai pas dit. Elle était là. Je lui ai dit, je m'en vais parce que je ne vous prendrai même pas comme stagiaire dans mon cabinet. Donc, je suis parti de la commission des lois et je suis allé à la commission de la défense. Ouais, donc profonde désillusion, si je reviens sur Voilà. ma question. Il reste- Vous aviez des étoiles plein les yeux et ça. Voilà, et on m'a dit, mais un jour, on m'a dit, mais qu'est-ce que vous retirez de vos 2 mandats de député? J'ai dit, écoutez, je suis rentré au Parlement profondément républicain. J'en suis sorti royaliste. 2022, toujours sur votre parcours politique, donc vous quittez le Rassemblement National et vous rejoignez Éric Zemmour. On l'a effleuré tout à l'heure, le sujet. Je voudrais en reparler. Avec le recul, est-ce que c'était pas une erreur de quitter si brutalement? Une erreur colossale. De votre part? Ah oui, Vous le mais dites. moi je reconnais mes erreurs, hein, ça va vous surprendre. Hein. Oui. Quand je fais une erreur ou une connerie, je la reconnais. Et alors pourquoi c'était une erreur pour vous? Mais parce que là encore, je l'ai écouté. J'ai trouvé qu'il y avait une construction verbale magnifique Derrière Éric Zemmour. derrière Éric Zemmour. J'ai trouvé qu'il avait une étendue culturelle magique, hein, et j'ai cru à l'efficacité du verbe. Voilà, me suis trompé. Donc, Hein. mais moi, ma question, c'était plus de savoir est-ce que c'était pas une erreur de partir avec si grand fracas? Mais vous dites même que c'était une erreur tout court que de le Ah, rejoindre. c'était une erreur tout court de partir. D'accord. Ok. Et avec le recul, donc toujours en ce qui concerne Éric Zemmour, pourquoi est-ce qu'il a perdu? Donc effectivement, il y Bah, avait- parce il y qu'il avait- n'a pas été il y avait un- capable de... Il n'a aucune flexibilité. Il n'a aucune... C'est-à-dire aucune- flexibilité. Mais ça veut dire qu'il est, quand il a une idée, il est le seul au monde à avoir raison. Il n'en démord pas. Et il n'en démord pas, non? D'accord. Et c'est ce qui explique d'après vous? Parce que c'est vrai qu'il y avait un engouement autour de lui. Attendez, il a tenu notamment des auprès propos jeunes. quand même qu'il n'aurait pas dû tenir. Hein. Lui aussi, il a certainement fait des erreurs. Bon, mais- bah, il aurait dû les reconnaître. Et puis, il aurait dû accepter quand même les conseils qu'on pouvait lui donner. Et aujourd'hui, donc Éric Zemmour, bon, toujours d'actualité, mais surtout Marine Le Pen. Si elle arrive aujourd'hui à se défaire de ses démêlés judiciaires, est-ce que vous pensez que pour 2027, potentiellement, elle a une chance ou est-ce que ça va être compliqué? Oh non, je pense qu'elle sera élue. Ah, vous pensez même qu'elle sera élue? Oui, oui. Ah ouais? Si c'est pas elle, sera Bardella. Et elle, les erreurs qu'a faites Mais on s'en fout, les gens n'ont plein le cul. On s'en fout. Les gens sont... mais faisons de la sociologie, du réel. Moi, j'en ai marre. Je vois autour de moi... Plein le cul de quoi? Du C'est plein système? le cul d'un système qui font... Enfin, vous voulez aller à l'hôpital, vous attendez 6 heures, vous voulez un rendez-vous chez un médecin, il vous faut 2 mois. Vous recevez des papiers qui vous réclament des papiers. Quand vous répondez, on vous dit que ce n'est pas les papiers que vous avez... qu'il fallait envoyer. Quand vous avez besoin d'une administration, elle n'est pas là. Quand vous habitez dans des villes reculées ou des villages, vous êtes paumé. Attendez, non mais rien ne fonctionne. Rien. L'école, elle est délabrée. Les profs sont fatigués, épuisés. Les policiers n'en peuvent plus. On a un président de la République qui, en dehors de jouer de la lyre avec son nombril, n'a rien fait. Rien. C'est un narcissique maniaque. Non mais c'est dramatique la situation dans laquelle est la France. Donc les gens en ont marre. Alors où ils vont se donner la dernière chance? La dernière chance, faudra espérer qu'elle réussisse.
ou alors ils descendront un jour dans la rue. Et donc Marine Le Pen, vous pensez qu'elle a une chance? C'est la bonne candidate ou Jordan Bardella est peut-être finalement meilleure candidate? Non, je pense que Marine Le Pen est la bonne candidate. Oui. Elle est la bonne candidate parce que depuis qu'elle prend des coups et qu'elle tient debout, elle a quand même montré qu'elle a une sacrée capacité à être sur le ring. Hein. Ça oui, ça clairement. Alors Gilbert, on poursuit. Je voulais vous parler aussi de vos livres, vos 2 livres. Donc comme je vous le disais... Il serait temps. Hein. Ouais, bah ouais, c'est un peu tard. Moi, je vide mes droits d'auteur. Mais hein. vous en faites pas, les gens restent beaucoup sur nos vidéos, ils Oui, regarderont oui. jusqu'à la fin. Je sais, ce sont des vidéos qui sont très regardées, qui plaisent beaucoup. Et je vous félicite, hein, parce que vous avez un public qui est jeune, moins jeune hein, aussi. Hein. Il y a des vieux cons qui vous regardent. Il y a beaucoup de jeunes cons aussi. il y a des contes tout courts, moi par exemple. Il y a vraiment de tout. Il y a de tout, c'est bien. C'est ce qui fait un public. Hein. Et oui, bien sûr, c'est pour ça. C'est extraordinaire, il y a de tout. Mais donc tout ça pour dire, on parle un peu de vos livres. Dans vos livres, donc en 2 tomes, vous passez en revue un certain nombre de cas que vous avez traités durant votre carrière d'avocat. Quand j'ai reçu Jacques Dallès, je lui ai posé un peu les mêmes questions et j'aimerais vous les poser à vous. Est-ce que, avec votre œil aujourd'hui d'avocat et toutes les affaires que vous avez traitées, est-ce que vous sentez une spécificité de la question juridique dans le sud-est de la France et plus particulièrement ici à Marseille? Il y a un certain nombre de grands avocats, donc vous, Émile Pollack, qui sont des personnages éminents de la justice ici à Marseille. Est-ce que vous pensez qu'il y a un art oratoire spécifique dans le sud de la France ou pas particulièrement? Mais un avocat marseillais n'a rien à voir avec un avocat parisien. Ah oui? De ce point de vue-là, l'art oratoire? On ne plaide pas de la même manière. C'est vrai? Pas du tout. Non mais c'est vrai, c'est très, très spectaculaire quand on entend... à l'époque, quand on entendait plaider Pollack, par exemple, et puis Leclerc ou Floriot, c'était tellement différent, quoi. D'un côté, quand Pollack plaidait, on avait un orchestre, et de l'autre, on avait un instrument à une voix. Précis, hein, attention. Donc beaucoup moins de relief. Mais il n'y avait pas ce relief, il n'y avait pas cette... vous savez, dans le Midi, on vit à ciel ouvert. Quand même. Et puis on a toute une tradition méditerranéenne du verbe. Le verbe, enfin je veux dire que la rhétorique est née en Sicile. Hein. En Sicile? Comme le théâtre, oui. Oui. Sous le tyran, je ne me souviens plus du nom du tyran à l'époque, mais on s'en fout. Mais oui, c'est né en Sicile. C'est au bord du mouvement de la Méditerranée que le théâtre et la rhétorique sont nés. Donc il y a quand même quelque chose qui rapproche le verbe de ces contrées du Midi, du soleil, du vent, de la mer. Et corollaire de cette première question, pareil, j'ai posé la même à Jacques quand il était là. Est-ce que, au vu des affaires sur lesquelles vous avez pu travailler, vous sentez une spécificité dans les cas, dans l'insécurité, dans les cas d'espèces que vous avez pu traiter? Ici, est-ce que comparativement à ce qui se trouve ailleurs, il y a plus d'insécurité, plus de cas morbides ou pas? Enfin bref, j'en sais rien. Mais en tout cas, une différence par rapport au reste de la France. Maintenant, oui. Parce qu'il y a, parce qu'il y a le narcobanditisme. Ouais. Mais avant, si vous voulez, il y avait la French Connection. On a quand même des spécificités, quoi. Marseille est la ville de la drogue. Oui. Marseille est la ville qui fabriquait la meilleure drogue du monde. Et vous savez pourquoi? J'avoue que non. Écoutez, c'est pas une blague, hein, vous allez sourire. Hein, mais alors ça remonte à l'époque de l'Indochine. Hein, qui fabriquait, vous dites, la meilleure drogue? Oui, c'est à Marseille qu'on fabriquait la meilleure drogue parce que il y a un chimiste qui a essayé d'imiter le pastis, de contrefaire le pastis. Il y est arrivé, mais en travaillant la contrefaçon du pastis, il a élaboré tout un travail chimique qui lui a permis après de devenir l'un des plus grands spécialistes, j'ai oublié son nom, je m'en excuse, mais je cite son nom dans le livre, de la drogue. Donc, il y avait même une pastille à son effigie sur la drogue. C'est pas une blague. Je ne connais pas l'histoire, c'était quand? Pas une blague. Hein. Ça remonte dans les années 28, 29, 30, 35. Donc je le dis dans le bouquin. Mais je retrouverai alors. Donc vous avez fait une carrière ici. Vous avez pas mal exercé ici, hein? Je n'ai exercé qu'ici. Ah, qu'ici, oui. Et donc vous avez des tas d'affaires extraordinaires sur lesquelles vous avez bossé. C'est tout l'objet des deux bouquins que vous avez écrits. Laurent Gbagbo, Charles Pasqua, j'ai noté, Marine Le Pen face à Cortex, Ossarez, bon bref. Et il y a notamment, j'en ai retenu certaines, des histoires qui ont marqué la ville de Marseille. J'en ai retenu 4 d'entre elles et j'aimerais que je vais juste les passer en revue rapidement. Et je voudrais que vous nous les racontiez, vous, de votre œil. Déjà, le procès des de Morjou, je crois que c'est le premier qui a lu ici à Marseille. Le procès du de Morjou, c'est le procès. Ce sont deux jeunes femmes belges
qui vont camper dans la calanque de Morgiou. Qui au départ voulait aller à Sugiton, je crois. Voilà, elle voulait à Sugiton, Ouais. qui est un camp de nudistes, Ouais. de naturistes. À l'époque, c'est plus le cas maintenant, je crois. Mais bon, qu'importe. Et parce que la mer est mauvaise, elles sont obligées de camper à Morgiou. Et là, elles se font agresser par 3 individus qui les ont, puisque un au moins a été condamné pour ça, les 2 autres ont été condamnés pour tentative. Mais l'affaire, au départ, elle n'est pas reconnue comme un... Elle va l'être par la suite seulement. Quand Gisèle Halimi va entrer dans le dossier, et ça va... Vous êtes avocat de la défense. Moi, je suis avocat de la défense. Ouais. Oui. Et ça va devenir l'affaire du qui va permettre de faire évoluer toute la législation sur le viol. Alors, il y a des choses qu'on oublie, mais il faut quand même savoir qu'en 1974, une femme qui commettait l'adultère allait en correctionnelle. J'en parle dans le livre. Je me rappelle, un jour, j'entre dans une salle d'audience, il y avait une femme qui répondait du délit d'adultère. Et à l'époque encore, un époux qui surprenait sa femme au domicile conjugal en train de commettre l'adultère, s'il la tuait et son amant avec, il bénéficiait d'une circonstance atténuante. Alors que l'inverse n'était pas vrai. La femme n'avait pas de compte en banque. Non mais on ne se rend pas compte à quel point les choses ont évolué. On ne se rend pas compte. C'était quand même en 1975. Et Maître Halimi, enfin, le procès dans la manière dont il s'était déroulé avait largement œuvré pour une modification, changement de la vision qu'on avait. Ça a été du côté J'ai vraiment le sentiment d'avoir participé à un procès qui a permis de faire évoluer complètement le statut de la femme en ce qui concerne le viol, en ce qui concerne l'avortement. Après, il y a eu Bobigny, il y a eu... Oui, parce qu'une des deux était tombée enceinte. Une des deux était tombée enceinte, oui. Et elle ne pouvait pas se faire avorter. Il a fallu qu'elle aille, je crois, en Suisse pour se faire avorter. Bon, donc, ce procès a été gigantesque dans la mesure où il a soulevé un vent de l'histoire qui a soufflé sur des situations qu'il fallait faire tomber. D'ailleurs, c'est pas une question que je vous ai posée, mais j'aimerais la rattraper. Au début de votre bouquin, vous dites « J'ai vécu presque tous les plus grands procès de l'histoire judiciaire des 50 dernières années, mais je n'ai aucun mérite, le hasard me les a amenés. » Oui, c'est vrai. J'y crois pas du tout. Ça vous tombe dessus comme ça ? Oui. Mais comment c'est possible ? C'est parce que vous êtes plus intelligent ? C'est parce que vous êtes meilleur avocat ? C'est parce que quoi ? Non, mais l'affaire d'Oriol, par exemple. Tout le monde s'est demandé comment j'avais pu, alors que je débutais, avoir cette affaire. En réalité, je me trouve un samedi matin au palais de justice, je le raconte dans le livre, parce que j'avais une affaire, et je vois Jean Roussel, ancien avoué, devenu avocat par le changement de la loi, qui avait supprimé les avoués, et qui en avait fait des avocats, qui erraient comme ça dans les couloirs. C'était un grand dégingandé. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fous là ? T'as l'air complètement paumé. Il me dit, je cherche le bureau du procureur. Je dis, mais attends, tu sais pas où est le bureau du procureur ? Il me dit non. Je dis, mais pourquoi ? Il me dit, il faut que je me constitue partie civile dans l'affaire d'Oriol. Dites à Arsène Lupin où se trouve le coffre-fort, vous voyez, bon. Je lui dis, mais comment ça, tu dois te constituer partie civile ? Il me dit, oui, je suis l'avocat de Marina Massier, mais je sais pas comment on fait pour se constituer partie civile. Je lui dis, est-ce que tu veux que je t'aide ? Il me dit, oui. Je dis, ben alors il faut me faire désigner. Il me dit, pas de problème. On va voir Marina Massier, elle me désigne, on revient au palais, je fais les formalités. 3 semaines plus tard, Roussel se trouve impliqué dans l'affaire. Il se retire et je me retrouve seul. Mais c'est le hasard absolu. Bon, pour celle-là, ok. Mais pour les autres, alors ? Posez-moi des questions sur les autres. Non, moi, ce que je vais vous dire, ce que je soupçonne, c'est que vous aimez bien les affaires médiatiques, en fait. Non, mais je n'ai jamais recherché une affaire médiatique. Non, mais c'est vraiment... l'affaire Ranucci, je défends pour un problème de loyer, une affaire merdique, un brave type, boulanger, qui est ami avec le père Rambla. Mon bureau est en face du bureau d'Émile Polac. Le jour où Polac prend parti pour Patrick Henry, l'assassin d'un petit garçon, ce qui a pour conséquence que le père Rambla ne le veut plus. Il va voir son copain, le boulanger. Il se plaint. Le boulanger lui dit, mais écoute, t'as qu'à traverser la rue, il y a Collard en face. Et il n'avait même pas rendez-vous. Je vois arriver chez moi mon client boulanger avec un fantôme d'homme qui parlait même pas français, un espagnol incompréhensible.
et qui me dit « Je suis le papa de la petite de Maria Dolores ». J'ai cru que je rêvais, moi. Non, mais j'ai cru qu'un extraterrestre m'avait envoyé le papa de Maria Dolores dans mon bureau. Je lui dis « Mais c'est pas Maître Pollack, votre avocat. Moi, j'en veux plus. Je vous veux vous. » Je dis « Mais moi, je suis contre la peine de mort parce que je suis chrétien. » Il me dit « C'est pas grave, je comprends. Moi, je suis pour. » Je dis « Bon, on est d'accord ?» Il me dit « On est d'accord. » Et voilà. Et il n'y a pas eu... Vraiment, c'est le hasard. La tuerie du Sofitel, par exemple. Je défendais un type pour émission de chèque sans provision. C'était ici, ça aussi? Non, c'est à Avignon. Bon, ils ont tué je ne sais plus combien de personnes. Bon, ce type, il était impliqué dans une affaire de chèque sans provision et il se retrouve dans l'affaire... Il se retrouve. Et voilà. Non, mais c'est souvent... Alors après, une fois que ma réputation a été faite, c'est aussi sur le nom que les gens venaient, hein, évidemment. Bon. Deuxième affaire dont j'aimerais parler, affaire extraordinaire aussi, l'affaire du juge Michel. Oui, c'est une affaire absolument exceptionnelle, oui. Donc ça, c'est 1981, je crois. Et donc pour ceux qui en quelques mots, du temps de la French Connection, le juge Michel qui est en moto sur le boulevard Michelet, là, à côté d'ici, et qui, une autre moto passe à côté, et 3 balles de 9 mm. 3 balles de 9 mm, oui. Voilà. Oui. Ça, vous étiez de quel côté? J'étais du côté des meurtriers, oui. Côté du meurtrier. Oui, du mauvais côté, oui. Oui, pour le coup. Et pareil, est-ce que vous pouvez, au-delà de ça, c'était une affaire... Moi, j'ai eu la chance, si vous voulez, que mon client reconnaisse l'assassinat, mais disent qu'il ignorait que c'était le juge. En réalité, on leur aurait confié aux deux, au tueur et au conducteur de la moto, un contrat, et ils ignoraient que c'était un contrat sur un juge. D'accord. Donc, je n'ai pas eu à entrer, si vous voulez, dans la personnalité du juge Michel, puisqu'il n'y avait pas il disait on a tiré, mais on a tiré sur un kidam. On croyait que c'était un personnage tout à fait ordinaire, quoi. Voilà. Troisième affaire, on l'a effleuré aussi, VAOM. Donc là, au départ, c'est VAOM, c'est en 93, en l'occurrence, le match. Jean-Pierre Bernès ne commence pas avec vous, je crois, et c'est en 94 qu'il change d'avocat. Oui. C'est ça. Et en 94, il bascule avec vous. Ouais. Et là, donc, oui, avocat de Jean-Pierre Bernès, il s'agissait de défendre donc, sa non-culpabilité, précisément, alors que Bernard Tapie, lui, au contraire, avait une image qui était assez blanche, finalement, dans la société civile. Mais c'est que Bernès, au début, va nier. Et puis après, il va reconnaître. Voilà. Du reste, il avait publié un livre intitulé « Toute ma vérité » où il niait. Et le jour où le livre sort, il reconnaît qu'il est coupable. L'éditeur a été vachement content, vous vous imaginez. Hein. Bon. Et là, ça a été le grand combat titanesque avec Tapie, quoi. Ouais. Bon, moi, je pourrais en parler pendant des heures, mais il me faut des heures. Mais il faudrait revenir quand il sera là, alors. Il me faut des heures, voilà. Et dernière affaire que je voudrais évoquer, qui est peut-être, là, pour le coup, moi, c'est la seule que j'ai connue de mon vivant, 93, je venais de naître. Oui, bien sûr, oui. Santos, l'affaire Santos. Oui. De mémoire, là encore, mais c'était un match Atlético-OM. C'était en Espagne, ça, hein. Ouais, Atlético Madrid-OM, à Madrid. Et il y a Santos, un des supporters ultra-marseillais. Oui. Je suis allé plaider en Espagne. Ah, ça, je ne savais pas. Et qui se bat avec la Guardia Civil. Il lance une chaise, et sur les 50 membres de la Guardia Civil, on dit. La Guardia, ouais. La Guardia, il y en a un qui n'a pas de casque. Et il prend la chaise. Et du coup, Santos incarcéré là-bas. Et du coup, Santos se retrouve... Non, mais un qui n'a pas la chaise. Hein. Il n'y a qu'un Espagnol pour faire ça. Hein. En plus, un capitaine. Hein. Bon, j'ai pas osé lui dire qu'il avait été imprudent, mais bon. Et Santos se retrouve en Espagne, ça rigole pas. Hein. Ouais, non, c'est pas démarrant, les juges. Hein. Vraiment pas démarrant. Hein. Bon, en France non plus, vous me direz. Mais par exemple, en Espagne, on ne peut pas croiser les jambes. Hein. Ah oui. Ah non. C'est considéré comme un affront. Hein. Okay. Moi, à un moment donné, j'avais croisé les jambes. Pas un affront, moi. J'avais croisé les jambes et le confrère m'a dit décroisez vos jambes. Ah oui. Et pourquoi? Il me dit parce que vous allez avoir une procédure d'injure. Je dis ah bon, d'accord, très volontiers. Bon. Je dis, voilà. C'est vous dire qu'ils sont quand même. Alors je suis allé plaider en Espagne. Et donc là, qu'est-ce que vous avez défendu concrètement? Oh ben non, mais on a plaidé le match, l'euphorie et puis surtout l'absence de casque. Oui, l'absence de casque. Moi, je me suis quand même permis de dire que s'il avait eu un casque, c'est la chaise qui aurait souffert. Et non pas le crâne. Non pas le crâne du capitaine. Maître Collard, il reste 2 minutes. On est pile à l'heure, c'est parfait. C'est impeccable. Ah ouais, non, c'est vraiment nickel. Il me reste juste la place pour une dernière question. Qui est-ce que j'invite la prochaine fois? Le futur maire de Marseille. Donc Franck Alizio, alors? Quand vous le connaîtrez. Hein. Ou alors non, essayez d'inviter un peu des écrivains, des poètes.
Qui est-ce que vous avez en tête? Je sais pas, j'ai pas de nom malheureusement. Marseillais Pardon? Marseillais? Marseillais, Ouais. oui. Il faut faire parler les écrivains, même pas connus. On en a quelques-uns. Ouais, mais c'est important, moi je trouve. Ben, vous Vous passez- savez que Marseille a quand même été avec les Cahiers du Sud. Hein. Ça, on a oublié. Hein. Il y avait les Cahiers du Sud à Marseille. Hein. Ça a été avant-guerre et pendant la guerre un endroit d'où la pensée a rayonné. Hein. Moi, j'ai bien connu Jean Ballard, qui était le fondateur des Cahiers du Sud. Hein. Mhm. Il avait refusé Les Noces l'été de Camus. Il m'avait dit, j'ai trouvé que c'était un mauvais livre. C'est le regret de sa vie. Hein. Bon. Là, ouais. Bon, il y avait Paul Valéry ici, il y avait Il y a- Benjamin, il y avait les plus grands écrivains qui étaient là. C'est méconnu, ouais. C'est vrai que c'est méconnu. C'est méconnu, quoi. Il y a Mm. toute une histoire de la littérature à Marseille qui est très importante. Hein. Bon, on fera ça. On vous passera un coup de Moi, fil. je crois vous- que c'est, vous je validerez. crois que ce serait utile, ça, de redonner quand même, de redonner à Marseille sa place littéraire. Qu'elle mérite, hein. Qu'elle mérite, et qu'on oublie malheureusement. Hein. Allez, bon, on vous passera un coup de fil, on validera l'écrivain. Mais la prochaine fois, ce sera un Volontiers, écrivain. volontiers. Merci beaucoup, Mais c'est Gilbert. moi qui vous remercie. Merci ça a été à un tous. très bon moment. C'est vrai? Bon, génial. Merci à tous encore de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission de Il faut Marseille.